Cynthia Fleury, bonjour. Alors, j'ai ouï dire que vous n'aimiez pas trop parler de vous, ce qui est tout à fait louable. Mais comme on n'est pas à la télévision, je vais commencer par quelque chose à la fois de précis, mais en même temps d'assez général. Il y a quelque chose qui m'a frappé dans votre travail. Il n'y a pas beaucoup de philosophes en France qui parlent de l'âme. Il y a Élie During qui a écrit une belle anthologie sur l'âme. Et il y a vous. Et d'ailleurs, vous avez réédité récemment votre thèse, qui est une traversée, disons, de l'âme à elle toute seule. Inutile pour l'instant d'en citer le titre, mais enfin, c'est un travail sur l'imagination, qu'on pourrait dire l'imagination créatrice. Mais pour y arriver, si je peux dire, à cette imagination, je voudrais partir de phrases de vous qui sont un peu, pour moi, des mystères et qui sont peut-être des éclairages possibles d'une entrée dans votre biographie, puisqu'on n'est pas à la télé. La congélation au milieu de la jeunesse, une érosion d'enfance. J'ai perdu le courage comme on égare ses lunettes, aussi stupidement. Ça s'est installé sournoisement, à la façon d'une maladie. J'ai perdu le courage alors que je voyais la société dans laquelle je vivais être sans courage. Et puis terminons par une note peut-être un peu plus hugolienne. Les cathédrales de l'éthique sont devant nous. Ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est Cynthia Fleury au début de La fin du courage. Qu'est-ce que je peux dire de ça? D'abord, je peux dire quelque chose de l'usage que je fais du jeu dans mon travail, qui est un usage totalement, à la fois sans doute qui s'appuie sur ce que je suis, donc il y a une vérité de ce jeu, mais qui est un outil totalement, qui est un outil méthodologique, ce jeu pour faire pivot, pour faire buter, pour attraper sans doute le lecteur différemment, pour que tout d'un coup il rentre par ce petit point-là, ce jeu que nous avons en partage tous, qui raconte quelque chose de moi, mais c'est tellement pas ça l'important. Et c'est sans doute comme ça aussi que pour ma part, je me réconcilie avec mon propre jeu. Vraiment, tiens, ça m'intéresse cette histoire-là, sinon c'est vrai que ça m'intéresse peu. Mais pas avec condescendance, hein, c'est pas du tout ça. Mais voilà, c'est peut-être par protection, sans doute. Donc voilà. Et c'est vrai que sur la question de l'âme, vous avez raison. Et je me souviens, jeune justement, avoir eu une discussion avec un camarade et qui me disait c'est fantastique parce que ça surgit, toi tu oses parler de l'âme, Cynthia. Et lui était totalement, comment dire, enclin à ce même défaut. Donc on avait cette incompétence, ce défaut en partage. Oui, moi je viens d'un territoire sans doute littéraire, où la question de l'âme dit quelque chose, qui n'est pas celle de l'esprit, qui n'est pas celle du cœur, qui n'est pas celle de la raison. Voilà, bon, donc je viens d'un territoire qui est celui de la Renaissance, des platoniciens de la Renaissance, et là encore, l'hypostase qu'est l'âme, et qu'est-ce que c'est que cette âme, son rapport avec la matière. Je suis un enfant de Plotin. Les Énéades, c'est constitué par la dialectique très particulière entre la matière et l'âme. Donc pour moi, c'est une évidence. C'est une évidence, mais pas du tout, si vous voulez. C'est pas une évidence comme quelque chose qui existe, c'est une évidence comme quelque chose avec lequel on réfléchit. Donc, je ne sais pas si ça existe, et c'est une question qui, en dernière instance, m'importe assez peu. Je sais en revanche que pour penser, j'ai besoin de cet outil. Comme pour penser, j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de cet outil qui s'appelle Dieu. Comme j'ai besoin du zéro, comme j'ai besoin du 1. Donc, si vous voulez, l'âme, et je ne veux pas non plus basculer dans le fait que ça ne serait qu'un instrument, l'instrument de ma pensée. Non, c'est sans doute plus que ça. Mais il n'empêche que c'est déjà ça, et pour moi, c'est l'étayage qui me permet de penser. Et j'ai un respect infini pour tout ce que, à un moment donné, je perçois dans le monde et qui va nous permettre de produire une pensée.
Alors, excusez mon incursion redoublée, mais c'est vrai que les phrases que je viens de lire, elles introduisent en 2010 la fin du courage. Et il y a ce questionnement, qui pour m'extraire du mirage du découragement? On ne sait pas, nous, lecteurs, de quel découragement précisément il s'agit. Et je retrouve en 2020, dans Sigil amer, puisque vous venez d'évoquer le jeu, à propos de Rilke, que vous découvrez à l'adolescence apparemment, vous écrivez ceci: « Quand j'ai lu cela, Rilke, à la fin de l'adolescence, j'ai compris qu'était là un salut, peut-être le mien. » Et là, vous employez à nouveau le mot âme. Oui, c'est effectivement comme ça que ça s'est passé, c'est-à-dire que moi j'ai perçu la possibilité d'un rapport au monde, en tout cas d'un rapport au monde plus tranquille, plus apaisé, grâce, encore une fois, à la littérature, grâce à la pensée, grâce au langage, grâce à la poésie. Bon, et c'est par ce biais-là que j'ai créé la possibilité d'un engagement, d'une manière de pouvoir m'investir dans ce monde. Voilà. Et je me souviens très très bien, Rilke, c'était un point déterminant, parce que tout d'un coup, sa grande définition, son ouvert, qui est en plus qui est assez dense dans son caractère abyssal aussi. Hein. L'ouvert, c'est pas... Hein, c'est le calme regard de l'animal, mais de l'animal qui est en même temps à la fois traqué, puis en même temps ailleurs, etc. C'est quelque chose de pas simple. Mais oui, moi je me suis dit, c'est fantastique, quoi. C'est fantastique parce que, voilà, là il y a une voie d'existence au sens de sortir de soi. Alors, vous êtes né en 1974 à Paris, mais on n'en saura pas plus, donc, parce que on passe directement de l'enfance à l'adolescence, on ne sait rien de votre milieu social, familial. Cynthia Fleury éclot telle une rose au soleil, avec quelques tourments visiblement, puisque j'ai perdu le courage quand on égare ses lunettes, et vous tenez à ces silences, puisque tout à l'heure on parlait un peu de silence. Oui, c'est vrai que le silence, c'est un... Moi, j'en manque beaucoup. C'est une des denrées qui, pour moi, est déterminante et oui, dont j'ai besoin, un besoin vital. Et c'est un monde qui peine à faire silence. Hein. On le disait, c'est un monde qui requiert la parole. Si vous voulez, on le sait très bien en analyse, l'injonction à la parole, ça ne vaut rien. C'est une verbalisation qui fait du bruit. Moi, le bruit m'épuise. La parole qui n'est pas nécessaire m'épuise, la mienne tout autant, en premier point. Donc je suis la première à être absolument atterrée par les obligations qui peuvent être les miennes ou que je crois être les miennes parce que c'est la négociation avec le monde, etc. Et ça passe aussi par le langage. Mais c'est vrai que voilà, ce silence me va tout à fait. Et puis je le trouve relativement juste malgré tout par rapport à ce qui est la vérité d'un travail. Donc vous tenez à ce silence sur votre enfance. Ah oui, tout à fait. Mais même sur ma vie. C'est pas que. Oui, parce que c'est pas que. C'est pas que l'enfance. Non, non, c'est pas que l'enfance. Hein, Bien sûr. Oui, oui. Non, 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 ça serait injuste Oui, par rapport à comment dire aux parents ou que sais-je. Non, non, c'est tout ce que on appelle la vie privée, etc. Non, non. Ah, mais ça, je peux évidemment tout à fait comprendre. Une phrase de vous, alors là, qui m'étonne, c'est dans Sigil amer, et qui fait suite un peu à ces réflexions sur le silence et sur l'âme. Le salut de l'âme, de cette affaire-là, me taraudait
alors que je n'ai aucun goût pour la réalité humaine. Écrivez-vous, page 188 de Sigy la mer. Alors, quelqu'un qui ne vous connaîtrait pas ou qui vous connaîtrait uniquement au travers de la radio, de la télévision, se dirait, mais quoi, c'est pas possible, aucun goût pour la réalité humaine. Elle est psychanalyste, elle est la chère humanité à Sainte-Anne, elle donne des cours au CNAM, elle passe son temps à intervenir sur le soin, sur etc., etc. Alors... Mais c'est vrai, c'est vrai. Moi, oui, c'est étrange. Moi, je suis devenue professeure malgré moi. Je l'ai souvent, hélas, dit, mais je n'avais pas de... Autant j'ai un respect, mais alors immense, hein, pour les professeurs, donc c'est pas du tout ça le problème. Mais j'avais pas la force d'enseigner. Sans doute n'avais-je pas non plus la générosité que ça demande. Il y a quand même un don de soi, je veux dire, et je pense que quand on a ce don dans l'enseignement, etc., il y a une forme d'amour des élèves, enfin que sais-je, en tout cas, voilà. Donc moi j'étais très déstabilisée, si vous voulez, par le chaotique du monde, par tout ce qui pouvait faire effraction. Et ça vous est venu en pratiquant, alors en enseignant, vous avez plutôt, non? Non, ça m'est pas venu. Non, mais vous le faites... Non, ça m'est pas venu, mais après, si vous voulez, je suis sans doute un petit peu quand même constituée par Lévinas, par Jean Kelevitch, par quantité d'auteurs qui vous expliquent que voilà, vous vous obligez à faire quelque chose, vous vous obligez à faire, et puis surgit un peu de votre être, un peu de votre sujet, un peu de sens, un peu tout ça. Donc cette voie de l'obligation, moi, elle me parle, parce qu'en revanche, je sais tout à fait ce que je dois à mes contemporains et ce que je dois à ma famille, ce que je dois à chacun. Donc, si vous voulez, cette dette, elle m'a constituée. Cette dette, elle m'a constituée. Donc, cette dette, je lui ai répondu, non pas par mon plaisir fou d'être parmi vous, mais au minimum ma petite responsabilité. Ma petite responsabilité, elle s'est posée après par l'enseignement et par... l'écriture, par le soin analytique, etc. Lévinas vous aurait plu comme enseignant parce qu'il parlait tellement bas qu'il fallait tendre l'oreille comme ça et s'approcher de lui pour comprendre et écouter ce qu'il nous disait. Et je croyais que c'était quelque chose d'idiosyncrasique, et pas du tout, je crois qu'il le faisait un peu exprès pour justement... pour que ça baisse, pour que chacun... Absolument. Voilà. Oui. Et autre phrase qui m'a interloqué un petit peu, hein, alors toujours dans Sigy la mer, j'ai toujours pensé être né trop tôt, mais reconnaissons que même plus tard, l'affaire se serait révélée mal barrée. Trop tôt, trop tard. C'est quoi ce sentiment pour vous ? Non, pour le coup, je veux dire qu'on ne naît jamais assez tard, quoi. Donc en gros, c'est vraiment de l'inconvénient d'être né de Suran. Donc c'est... je pense que c'est... alors après, est-ce que c'est... comment dire, est-ce que c'est une question qui est liée au fait d'être une femme, un homme ? Je ne sais pas. Mais malgré tout, il y a quand même une histoire collective des femmes, et donc vous arrivez dans un monde qui vous précède et qui vous assigne à tel ou tel endroit, et c'est vrai que vous pouvez vous dire parfois, tiens, j'arrive un peu trop un tout petit peu trop tôt dans le match, parce que voilà, ça va pas être très 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 drôle tout de suite, quoi. Donc pour ma part, oui, j'ai pu le ressentir à un moment donné. Bon. Voilà, après on fait avec, et en plus, et en revanche, je vous dis, moi j'étais constituée par la dette, vraiment, par la responsabilité, par l'amour qui pouvait m'entourer, et donc il était juste hors de question d'opter pour une voie suicidaire. C'était pas possible, si vous voulez, c'était fermé. Cette possibilité-là qui reste une liberté, après tout. C'était pas possible.
Donc il fallait nécessairement arpenter, sublimer, voilà, produire quelque chose. Voilà. Alors l'écriture, le soin, pour le coup, je pense que ça c'est important, oui. À un moment, vous dites, et pourtant vous avez participé à l'UNESCO, et vous participez peut-être encore là, à ce prix des femmes philosophes. Oui, c'est un réseau plus spécifiquement. Un réseau, ouais. donc, auquel appartient, je crois, Elie Bégy aussi, non? Elle y est plus? Oui, oui. La Tunisienne Elie Bégy, tout à fait. et Barbara Cassin. Tout à fait, qu'on a créé avec Françoise Héritier, Barbara Cassin et d'autres, oui. Et vous dites à un moment, être femme, je ne sais sincèrement pas ce que cela signifie. Bah oui, si vous voulez, je ne sais pas, si je veux être honnête. Je veux dire, c'est la chose pour laquelle je suis la moins responsable dans ma vie, quand même. Moi, donc, si vous voulez, et je ne sais pas du tout ce que c'est, puis fondamentalement, ça m'intéresse très peu. Donc bon, voilà. Maintenant, en revanche, je sais très très bien ce que racontent les sociétés sur les femmes, ça oui. Et ce qu'elles racontent d'ailleurs d'aussi un peu pitoyable sur les hommes. Je veux dire, je vois très bien la réification qui est produite par les cultures, les sociétés, etc. Et puis en plus, il y a des phénomènes communs entre les cultures autour de cette réification, de ce que Héritier a pu appeler la valence sexuelle. Donc tout ça, je le vois très très bien. Mais si un seul instant, je me dessaisis 2 secondes du fatras socio-historique, culturel. Et je me dis, tiens, cette question-là, mais c'est rien, je veux dire. Donc c'est vrai que ça ne me parle pas du tout, pour le coup. Autant la question de l'âme me parle, autant la question d'être une femme, je ne comprends même pas. Sincère, je ne comprends pas cette question. Dans votre parcours, on connaît bien vos livres sur l'humanisme du soin, ou votre tract même qui est paru récemment, mais il y en a eu d'autres avant. Mais on connaît moins bien vos rapports aux artistes. Or, il semblerait que vous avez, avec Philippe Pasqua et aussi, notamment Charlotte Perriand et d'autres encore, Aurel, Ran Arad, des liens, disons, qui ne sont pas que d'écriture, qui sont des liens d'admiration pour leur travail. Et comment ça s'est... Des liens d'amitié. Des liens d'amitié. Quel rôle ont joué ces artistes pour vous dans votre itinéraire, dans votre parcours intellectuel? Alors, je ne sais pas si c'est un rôle intellectuel, en tout cas pas nécessairement, je dirais au début, peut-être aujourd'hui plus. Parce oui. Qu'aujourd'hui, avec la chaire de philosophie à l'hôpital, avec la chaire humanité et santé, on attrape la question de l'art et du soin, de la fonction éventuellement thérapeutique du soin. J'aime pas du tout réduire l'art à ça, mais on travaille avec des artistes. Fonction thérapeutique de l'art, vous voulez dire. Pardon, la fonction thérapeutique de l'art, même si je n'aime pas effectivement le réduire à ça. Donc, on travaille avec des architectes, avec des designers, etc. Le point de départ, quand je suis plus jeune, je pense que c'est une admiration. Ce sont des artistes avec qui j'ai une connivence d'abord générationnelle, d'âge, même si certains sont un tout petit peu plus âgés, mais malgré tout, on commence en même temps. C'est-à-dire que eux peignent, moi j'écris, et il y a une espèce de compagnonnage qui se fait, où moi j'ai le sentiment de comprendre ce qu'ils font, de reconnaître ce qu'ils font. Eux ont le sentiment que, tiens, dans les mots qui peuvent être les miens, il y a quelque chose. Et donc, ça, c'est vrai que cette pointe-là, cette filia-là, elle a été elle a été importante. Mais elle a peut-être été plus importante existentiellement, vous voyez ce que je veux dire, que dans le fait de constituer, je ne sais pas moi, des problématiques, etc. Parce que j'étais assez, étrangère aux problématiques, par exemple, qui pouvaient être celles de Pasqua, quand il travaillait sur les premières vanités, la mort, les têtes des Givarous, que sais-je. Ce n'était pas mes problématiques. En revanche, j'étais attachée à l'implication. Ce que j'ai pu après théoriser sur le terme d'irremplaçabilité. C'est ça que je voyais, je pense. C'est-à-dire comment, à un moment donné, un artiste s'investit
intégralement dans une toile, etc. Où j'étais très très amie avec quantité de sculpteurs. Et ça a été... ce que je reconnaissais, c'était ça, c'était cette implication cette direction, quoi. Oui, mais quelqu'un comme Charlotte Perriand, qui est plus dans le design, comme voilà. Prouvé, et Perriand, etc. c'est arrivé plus tard. C'est arrivé plus tard. Voilà. Mais là, il y a un amour du design chez vous? Oui, il y a un amour du design, mais il y a un amour surtout, encore une fois, de ceux qui pensent des formes, qui construisent des formes. On parlait tout à l'heure de métaphysique de l'imagination. Métaphysique de l'imagination, c'est une théorie imaginale de la connaissance. C'est une production de formes, c'est avoir une possibilité à un moment donné de faire dialoguer des images et des concepts de façon très très entrelacée, alors que généralement on les oppose. Et c'est ce que je vois dans la capacité de certains designers ou architectes, etc., c'est-à-dire de produire ce que Laugier a pu appeler des formes de vie, des milieux de vie. Et oui, ça me parle. Parce que j'y vois au sens platonicien du terme, le terme de chora, et pas de topos, mais de chora, c'est-à-dire le fait que tout d'un coup, on est constitué par ce milieu qui nous environne, on est constitué par un objet particulier. Un objet particulier va produire une qualité de sujet. Et nous ne sommes pas que on n'est pas que réifié, bien évidemment, par les objets. Si, quantité d'objets nous réifie. C'est hélas le monde d'aujourd'hui qui fait disparaître la beauté, qui standardise tout, etc. Mais normalement, il y a des objets, comme dit Arendt, qui stabilisent le monde. Et ça, c'est ça qui me parle, si vous voulez, dans la beauté, dans les formes. Par exemple, vous diriez aujourd'hui à un jeune homme ou une jeune femme, disons des post-adolescents, Cynthia Fleury, j'ai choisi l'humanisme du rire. Est-ce qu'il pourrait comprendre de Rechef ce que ça veut dire? Bon, vous l'expliquez évidemment, mais l'humanisme du rire, c'est vrai que c'est une formule peu commune. Oui, parce qu'en dernière instance, d'ailleurs j'ai un ouvrage comme ça qui court depuis, ça fait une plombe que je l'annonce, il faudrait à un moment donné que ça sorte. Je suis assez lente sur quantité de choses. La vis comica. Et oui, c'est un point très important pour moi. C'est ce point où vous pouvez à la fois penser la relativité, l'herméneutique, l'interprétation, mais pas le nihilisme. Enfin, si, vous pouvez le penser, mais vous pouvez vous tenir à côté, sans basculer précisément dans le ressentiment. Donc, si vous voulez, c'est la capacité pour moi de tenir toutes les tensions. Un Nicolas de Cuse aurait dit, voilà, c'est de la coïncidence des opposés, quoi. Dans le rire, il y a une coïncidence des opposés qui peut se faire, sans mauvais esprit, sans esprit de sérieux. Et moi, je trouve que ça produit les stabilités qui m'intéressent. La trilogie que vous présentez dans Sigy la mer, c'est-à-dire à la fois le territoire de l'eau, la mer MER, la mer ME accent grave RE, et la mer et l'apostrophe AMER, est-ce que vous diriez que cette trilogie fait partie intégrante de votre parcours à vous? Ah oui, oui, de fait, oui. De fait. Oui. Non, oui, de fait. Après, je pense qu'elle fait partie intégrante, sincèrement, de beaucoup de sujets, si ce n'est de tous, parce qu'en plus, moi, derrière la question de la mère, je ne mets pas nécessairement la question de la maman. Je mets la question de la séparation, de quoi je me sépare. Donc, c'est pas donc la séparation, la césure inaugurale, elle est constitutive de tout être. Le grand large, c'est pour ça que j'ai ouvert avec Melville, c'est constitutif de tout être. Et les épreuves, la vulnérabilité, éventuellement ce qui flirte entre la colère, la frustration, le manque, le fait de ne pas savoir quoi faire de ce manque et d'avoir un sentiment qui vous absorbe. Et donc d'être comme ça en délicatesse avec ça, de ne pas savoir justement goûter cette question-là, oui, je pense que ça raconte quelque chose de chacun aussi. Donc voilà, donc pour moi, là, il y a vraiment... c'est pour ça que je dis que le jeu dans l'histoire, il est très peu personnel malgré tout. Enfin, il est totalement personnel, mais
vraiment, il est traversé par chacun, je pense. Donc quand vous dites « j'ai choisi l'humanisme du rire », c'est valable pour tout le monde? Ah non, je pense que pas du tout. Là, pas là, non. Non, alors là, pour le coup, moi j'ai choisi cette voie qui est de ne pas sombrer dans quelque chose qui serait l'inverse de l'humanisme du rire. Non, hélas, c'est pas forcément la voie de tous, vous avez raison. Là, mais en revanche, ces 3 items, Oui. ils constituent... Qui ne sont pas forcément dans cet ordre, d'ailleurs. Pas du tout. Oui. Hop, voilà, et chacun produit la combinaison, l'équation qui est la sienne. Et voilà. Et, donc ça, je suis sûre des éléments de l'équation. En revanche, l'équation finale, la résolution de l'équation finale... Qu'est-ce que ça recouvre précisément la mer MER, bon, ce territoire de l'eau? La mer, ME accent grave RE, on voit, hein, donc c'est la séparation. La mer, c'est l'amertume, la mélancolie, pardon. Mais la mer, ce territoire de l'eau, qu'est-ce qu'il incarne psychiquement, si je puis dire? Psychiquement, il incarne l'océanique, donc ce que Romain Rolland a pu appeler cet océanique, ce qui nous constitue, et cet unitaire, ce fantasme aussi de l'unitaire, mais avec une fonction chez Rolland ou chez Ferenczi qui est malgré tout qui est un territoire d'élan vital et pas simplement ésotérique ou que sais-je, ou voilà. Donc il y a toute cette forme de vie océanique de l'esprit, quelque chose qui sait toujours faire lien, qui sait faire milieu, qui sait à quel point ce qu'il doit à son milieu pour lui-même se tenir. Donc voilà ce qu'il raconte. Il raconte quelque chose qu'on ne maîtrise pas aussi. Alors, on ne maîtrise pas la douleur, il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas, mais là, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, mais qui éventuellement peut produire à un moment donné une plénitude. Voilà ce que ça raconte. Il y a un axiome qui pour vous est central, mais je m'interroge sur le fait de savoir s'il est universalisable. L'homme peut, le sujet peut, le patient peut. Oui, je ne sais pas. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit hein, dans l'entrée, c'était de dire, voilà, moi c'est un axiome, faire de l'evidence-based de ça, je peux pas. Voilà, puisque tous les jours, je prends la mesure de l'abîme qui peut exister chez certains par rapport à cette question-là, à juste titre. Il y a de l'irréparable, il y a de l'irréversible, il y a de l'incurable, il y a des traumas qui détruisent des êtres, bien évidemment. Il y a des sujets qui ne veulent pas guérir pour plein de raisons, parfois par mauvaise foi, par déni, parfois au contraire par quelque chose qui est aussi sublime et qui s'appelle l'impossibilité de vivre. Enfin bref, il y a plein de territoires. La question c'est comment on fait quand on est du côté du rôle de celui qui est censé faire advenir une fonction euphorique, au sens de tiens, qu'est-ce qui va venir porter le sujet, si on se dit d'emblée le contraire. Moi, c'était plutôt ça, c'était de dire, ok, très bien, je me pose l'axiome inverse. L'homme ne peut pas, le sujet ne peut pas, le patient ne peut pas. Je fais quoi avec ça ? Peut-être que d'autres plus doués savent faire avec ça. Je ne savais pas faire avec ça. Et donc, j'ai bien dit, c'est un choix moral, parce que j'ai l'impression que si je pose l'inverse, la dérive et l'acte de faire un soin qui est moins efficace ou plus pervers sera plus grande. Parce que à ce moment-là, donc je préfère me dire qu'en dernière instance, j'ai en face de moi un sujet non seulement qui peut, mais qui peut plus que moi. Voilà, je lui dois ce respect-là. Mais voilà. Alors, vous employez plusieurs fois l'expression mélancolie de l'enfance. Je reviens un petit peu en arrière, mais là, c'est pas quelque chose qui concerne spécifiquement votre enfance.
Cette mélancolie de l'enfance qui ne se relève pas d'elle-même, vous pensez que toutes les enfances sont mélancoliques? Je pense qu'il y a, malgré tout, si vous voulez, un rapport au temps et à l'irréversible du temps, et Jean Kelevitch l'a très bien posé. Voilà, il y a, qui fait que ça ne marche qu'à l'endroit, hein, dit-il. Voilà, alors ça ne veut pas du tout dire, si vous voulez, ça n'a rien à voir, parce que on n'est pas nécessairement mélancolique avec son enfance au sens de sa propre enfance, si vous voulez, sa petite enfance, au sens de « elle est à moi, celle-là, qu'est-ce que j'ai vécu, ma petite école, mon machin ». C'est pas ça. C'est pas ça. C'est l'enfance avec un grand E. C'est l'idéal de l'enfance. C'est l'idéal du potentiel que j'ai pu, à un moment donné, croire être ou je ne sais pas quoi. C'est la matrice. C'est l'enfance au sens de début, de commencement. Voilà, c'est ça. Oui, je pense qu'il y a un lien avec ça qui fait que ce lien, il est d'abord douleur. Et puis, voilà, et puis on l'oublie, on fait avec, il nous constitue. Je veux dire, c'est pas très grave. J'ai l'impression que l'ensemble de votre travail, quand on considère La fin du courage, le livre sur les irremplaçables et le dernier, Sigil amer, pourrait se résumer de deux formules, c'est-à-dire à la fois redonner de la valeur au temps et redonner de la valeur au silence. Et que dans votre écriture, finalement, vous recherchez les interstices qui vous permettront, disons, à la fois de ne pas trop charger la barque et en même temps de vous donner la possibilité de répondre, on y viendra quand on parlera de la démocratie, mais de ce que vous appelez l'inertie démocratique qui pourrait être aussi appliquée à l'inertie du sujet lui-même. Oui. Mais c'est juste, hein, moi, pour le coup, le projet de... là, en vous écoutant, je me dis que ce projet que je formule, alors là, pour moi, en fait, est un projet qui peut être un projet politique. Je veux dire par là que... alors c'est terrible, parce que je ne veux pas le dire de façon mortifère, parce que c'est pas ça. Mais... Le fait de produire savamment un geste de disparition me va, en fait. Et je trouve même que ça produirait une civilisation plus intéressante, mais qui produirait de toute façon des traces, puisque on produit tout le temps des traces, donc c'est pas le problème, vous voyez ce que je veux dire, oui. mais qui tout d'un coup fait que, bah oui, tiens, un peu plus de silence, un peu plus de temps, un peu plus de retrait, oui, ça me paraît être un vrai projet politique, et je le dis pas c'est pas la décroissance, c'est pas ça, ça n'a rien à voir avec la décroissance, le machin, le truc, le non au progrès, parce qu'il y a un côté un peu comme ça terrible qui pourrait tomber. Moi, j'ai une passion pour la connaissance, la science, etc. C'est pas ça. Mais à un moment donné dans la vie d'un sujet, je pense que oui, c'est intéressant de penser ça. Alors, parlez-nous un petit peu de votre inscription politique. Bon, on a parlé du fait que vous apparteniez au réseau international des femmes philosophes. Vous avez participé au collectif Roosevelt. Vous allez peut-être nous rappeler de quoi il s'agit. Et vous êtes partie prenante du Comité consultatif national d'éthique. Oui, je suis en train de terminer mon mandat. Vous êtes en train de terminer. Vous avez même, alors ça, j'avoue que ça m'avait un petit peu échappé, avec l'ami Edgar Morin, qui va fêter ses 100 ans, en 2013, instiguer un nouveau parti? Non, mais ça, c'est les plaisirs ou les déplaisirs je sais pas, des journalistes ou je sais pas quoi. Et non, je vais le redire, mais ça ne sert à rien, hein, je dois dire, c'est extraordinaire parce que ça fait maintenant, donc depuis 2013, donc quelques années, que je dis que non, je n'ai pas créé de parti politique. Pierre Larouturou
a créé un parti politique qui s'appelle Nouvelle Donne, et on était très heureux qu'il crée son parti politique, très sympathique, mais j'ai jamais été membre du parti, j'ai jamais créé de parti, mais ça ne sert à rien. Pourquoi ? Parce que répété en boucle, quoi. Voilà, parce que ça ne m'intéressait pas, et puis voilà, puis c'est pas ma vie, c'est pas, donc non. Maintenant que d'autres le fassent, il n'y a aucun souci pour ça. Le collectif Roosevelt d'ailleurs s'est dessaisi, puisque précisément du collectif. C'était en quelle année le collectif Roosevelt ? C'est 2012. Donc le collectif Roosevelt, on était plusieurs ensemble, avec Essel, avec Morin, avec Dominique Méda, etc., avec La Route aux Roues, pour réfléchir à ce qu'on fait souvent, voilà, des idées, comment dire, pas des programmes, mais bon, bref, une sorte d'agenda comme on peut faire avec Europa Nova, plutôt sur la question européenne. Et puis justement, d'autres ont voulu aller sur la route plus politicienne, et puis donc les chemins se séparent. Mais voilà, c'est pas plus que ça. Moi, ça fait longtemps que j'ai choisi de ne pas faire partie de cette aventure professionnelle du politique. En tout cas, au sens de politicien, j'ai l'impression véritablement d'être dans la politique, mais en étant sur les conditions de possibilité de la politique, et les conditions de possibilité de la politique, ça s'appelle l'éducation et ça s'appelle le soin. Donc, vous faites. Ce que je fais. Qu'est-ce que vous avez appris néanmoins au Comité consultatif national d'éthique ? Oh, quantité de choses. Non, mais si vous voulez, ces aventures-là, même si aujourd'hui je pourrais tout à fait me faire taper sur les doigts par mon président Delfrécy, qui a la gentillesse et l'indulgence de ne pas le faire néanmoins, mais bon, parce que j'ai été enfin en tout cas, je me suis sentie très investie dans le premier mandat, moins pour plein de raisons dans le deuxième. Mais d'abord, c'est le compagnonnage avec les pairs, avec la somme des intelligences qui sont autour de cette table, l'honnêteté de la disputatio. Il y a très très peu d'endroits aujourd'hui où on peut débattre réellement. Très peu, en fait. Très peu où on peut débattre réellement de sujets extraordinairement importants, avec quasiment... enfin pas quasiment, avec toutes les possibilités d'auditionner, à un moment donné de se dire... Sans agressivité. Sans agressivité, de dire on peut là vraiment poser ça, mon Dieu, et même avec le truc qui saute, etc. Et ça c'est extraordinaire, c'est la puissance de la parole, c'est la régulation par la parole dans une démocratie. On devrait pouvoir tous accéder à cela. Le CCNE d'ailleurs a monté des journées avec les lycéens. Le comité national d'éthique a monté des journées avec les lycéens justement qui adorent ces journées. Puis il y a les comités d'éthique de région, etc. Donc heureusement, il y a plusieurs endroits où il est encore possible tout d'un coup de discuter de ce qui fait... que des êtres humains bâtissent une cité ensemble, s'interrogent sur les processus comme ça de qu'est-ce qui va faire sujet, qu'est-ce qui va faire filiation demain, notre rapport à la mort, etc. Bon. Donc j'ai appris tout ça. C'était, quand je suis rentrée, j'avais 39 ans, c'était extraordinaire, extraordinaire. Est-ce que vous connaissez Didier Sicard ? Oui, bien sûr, oui. La médecine sans le corps, ça vous parle ? Oui, voilà, pas nécessairement voilà, mais Sicard, il a été d'abord un président tout à fait. Et puis on est resté en lien parce que le CCNE reste en lien avec les anciens présidents. Et Sicard est très très. Alors là, pour le coup, je l'ai rencontré souvent après dans d'autres occasions parce que c'est un des grands défenseurs des humanités médicales, et de l'éthique médicale et de ces questionnements. Il n'a pas attendu, si vous voulez, le grand retour des sciences sociales dans la
médecine pour justement dire à quel point la médecine doit être holistique, c'est la question de la personne, l'institution, comment une institution doit prendre soin, comment on peut lutter contre l'hospitalocentrisme, enfin bref. Donc oui, c'est des figures avec lesquelles il est extraordinairement plaisant de discuter. Vous êtes titulaire donc, de la chaire de santé humanité au CNAM. Ça consiste en quoi précisément? D'être professeur titulaire? Oui. C'est comme un professeur d'université, on donne des cours, on fait des maquettes de master, de DU, de DIU, donc de diplôme interuniversitaire ou diplôme universitaire. Mais les étudiants que vous avez ne se destinent pas à la médecine? Alors, si, certains, si, parce que... Non, mais c'est le CNAM. Alors le CNAM, c'est très particulier, parce que c'est une des institutions les plus... génial désolée de défendre ma maison, donc je suis dans un moment sans doute non pas de grande impartialité, mais je trouve quand même que c'est une maison extraordinaire. C'est une maison extraordinaire parce que vous avez la possibilité à un moment donné d'entrer par n'importe quelle porte. Donc on a énormément de second parcours, de deuxième thèse, de reconversion, de tout ça. Donc on a toute cette chose-là. Et puis on a par ailleurs le pan classique qu'on peut trouver dans toute autre université, jusque le doctorat, l'HDR, etc. Bon, donc c'est une université qui ne s'appelle pas université mais qui s'appelle conservatoire, qui est née avec l'abbé Grégoire et qui avait un rapport, je dirais, à la citoyenneté, au métier, aux arts, à l'ingénierie. C'est d'abord une école d'ingénieurs. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup d'ingénieurs, mais également quand j'enseigne chez mon camarade Arnaud Fontanet, qui est lui-même professeur titulaire de la chaire de santé publique, je crois, je sais plus chez nous, au conservatoire, quand j'enseigne chez lui, c'est que des médecins et c'est un cours d'éthique, d'intégrité de la recherche, voilà. C'est ce qui fait que vous avez pu travailler avec Jean-Louis Laville. Alors, et Jean-Louis Laville, pareil, quand j'enseigne chez mon camarade qui lui est titulaire de la chaire je crois que c'est celle du travail social, mon Dieu, Jean-Louis il va peut-être me dire que je dois connaître mieux les intitulés des chaires des uns et des autres, mais en l'occurrence il a un grand cours, effectivement un master, un très beau master sur les questions de solidarité, de philosophie politique de la mondialisation, enfin bon bref, et moi j'enseigne chez lui, et donc c'est vrai que c'est alors là il y a des gens très 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 divers. Et Sainte-Anne, précisément. Alors Sainte-Anne, c'est la version en fait hospitalière de la chaire académique. Donc la chaire Humanité et Santé, elle a, je dirais, un terrain hospitalier qui est le GHU Psychiatrie et Neurosciences. C'était une volonté absolue de ma part de créer une chaire de philosophie, entre guillemets, pas à l'université, à l'hôpital. Ça c'est un point que j'ai dans ma tête depuis 1993. Donc ça, j'ai pu le faire à un moment donné. Et donc, résultat, ça se couple bien évidemment avec la chaire Humanité et Santé, qui est la partie académique et qui... voilà. Et puis la partie très très ouverte, enseignement ouvert à tous, médecins, ambulanciers, directeurs d'hôpitaux, infirmières, citoyens lambda, patients, aidants, etc. Et là, vous avez à la fois toute une partie d'enseignement et de recherche. On a quand même aujourd'hui un tout petit peu moins de doctorants, mais entre 8 et 10 doctorants. Une partie plus diplomation, là on va falloir faire un MOOC, sur les humanités médicales, etc. Et puis dernière partie qui était très importante, c'était d'aller sur un territoire plus d'expérimentation et donc de travailler avec les collègues ingénieurs, ceux notamment par exemple de l'école des mines, les designers, je pense à Antoine Fenolio avec lequel on travaille beaucoup, les architectes, je pense à Éric de Thoisy, etc. Enfin, quantité d'autres talents pour venir prototyper, réfléchir à d'autres protocoles d'organisation ou protocoles thérapeutiques ou objets, etc. C'est-à-dire d'aller sur un côté tout d'un coup à la fois plus clinique, mais plus pratico-pratique.
Alors, quels sont vos projets dans les mois qui viennent? Nous sommes le 8 juin 2021. Enfin, dans les mois, dans les années à venir, est-ce que vous avez des projets précis? Est-ce que vous diriez que la situation politique, une éventuelle victoire, entre guillemets, du Rassemblement national aux élections présidentielles pourrait faire obstacle, disons, à ces projets, en tout cas dans la manière dont vous les entamez aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose qui... Tout peut faire obstacle. Donc, c'est évident que tout peut faire obstacle. Heureusement d'ailleurs, parce qu'il faut quand même que il y a un certain type de réel qui doit pouvoir faire effraction, sinon c'est terrible. Donc ça, oui, peut-être, mais je peux pas l'anticiper. Donc on verra. À mon petit niveau, je fais tout, en tout cas, pour qu'on ne soit pas pris dans ces raies-là, mais c'est pas impossible que si c'est pas cette figure-là du RN, ce soit une autre figure qui est tout aussi problématique. Donc c'est vrai que quand on regarde ce qui se passe ailleurs, on se dit tiens, pourquoi la France échapperait à ce type de personnalité, etc. Bon, je suis pas voilà. En revanche, est-ce que entre guillemets j'ai des projets? Oui, j'en ai. J'ai des écritures. Plusieurs. Ah oui, j'ai des écritures très précises qu'il faut rendre sur différents enjeux. J'ai bien évidemment tout ce qui se passe à la chaire et qui est vraiment très 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 important. Au temps des travaux, on s'est relié à la chaire innovation de la PHP, la chaire BOPA du professeur Éric Vibert. On travaille sur le bloc opératoire augmenté avec eux, les facteurs humains concernant cette question-là. Donc il y aura de fait des travaux là-dessus. Il y a la question de la nature. J'avais eu la chance de commencer avec ma collègue écologue Anne-Caroline Prévost au muséum, des travaux justement reliant entre contrat social, contrat naturel, etc., rapport au vivant. Et là, on va continuer, mais sur la place de la nature dans la résilience de la santé mentale, etc. Donc, il y a des choses là-dessus. Il y a avec mon collègue David Gruson tout ce qui concerne la garantie humaine de l'IA. Donc, IA et santé, intelligence artificielle et santé. Il y a des questions plus classiques de psychiatrie phénoménologique, les enfants de Bieswanger et compagnie avec Astrid Chevrance, je salue mon camarade Jean Nodin avec Raphaël Gaillard, enfin bref, avec Philippe Nuss. Vous voyez, ce qui est extraordinaire à la chaire, c'était ça, c'est-à-dire une espèce de, je l'ai dit dans Le soin est un humanisme, mais c'est une abbaye de Thélème. Oui, vous le dites, oui. Mais c'est extraordinaire, extraordinaire. C'est une joie, vraiment, mais c'est absolu de pouvoir travailler avec, là il y en a encore plein d'autres, avec tout cela pour tout d'un coup penser le monde de demain, penser la santé de demain et d'aujourd'hui. Je veux qu'on travaille sur une carte, c'est un point, ça fait longtemps, sur une carte... une cartographie des hotspots de la vulnérabilité dans le monde, où on viendrait essayer de rénover d'une certaine manière l'économie du développement autour d'une cartographie de points, de lieux, princeps, qui croisent des vulnérabilités très très fortes, parce que je pense qu'il y a un levier capacitaire en termes de gouvernance, de comprendre tout d'un coup qu'est-ce qui se joue dans ces lieux où il y a des failles systémiques. Je pense que demain, ça nous permet tout simplement de mieux nous positionner dans cette ère anthropocénique. Donc si oui, il y a tout ça. Donc oui, ça c'est énorme. Mais... c'est jusqu'à la fin. Moi, je sais très bien où je me situe dans 40 ans, si vous voulez. Si le réel ne fait pas effraction, sous-entendu s'il n'y a pas une guerre, s'il n'y a pas un virus à la mortalité, énorme, je sais où je suis dans 50 ans. Et si, bien évidemment, je suis en vie.
au même endroit. Je suis à ma table et en train de travailler avec les camarades et j'aurais pas assez de temps pour faire. Je sais ça, le chemin est très simple. Ça c'est bien, mais quand vous lisez la tribune du Monde qui est parue il y a 48 heures, les 145 présidents d'université, doyens de la faculté et directeurs de CHU qui énoncent clairement le fait que le Ségur de la santé n'a servi à rien et que si nous changions pas de cap immédiatement, c'est la mort assurée de l'assistance publique. Ça doit quand même... Oui, ça fait écho, oui. Oui, ben je pense que, si vous voulez, d'abord, je leur fais confiance. Je pense que... alors après, il y a de fait, il y a comment dire, il y a toujours dans la stratégie le plaidoyer, éventuellement avec une tonalité plus catastrophiste, etc. Mais il n'empêche que, oui, nous mettons en danger du commun, bien évidemment. Du commun de la santé, du commun de l'éducation, parce qu'on a des réalités sur l'université qui parfois, ou sur l'école, qui sont problématiques, et ce sont des combats éternels. Ce sont des combats éternels à un moment donné, de pas fracasser ce que nous avons mis plus de 70 ans à établir, parce qu'en gros, c'est l'héritage post-Deuxième Guerre mondiale qui est là. Enfin, c'est un héritage encore plus vaste, bien sûr, mais je veux dire, dans son inconditionnalité, dans son rêve d'inconditionnalité, au sens de universalité, de la providence, l'état social de droit, quoi. Donc, et c'est ça qu'on essaye encore de tenir et de dire mais non, vous nous parlez obsolescence, vous nous dites que ça n'a aucun sens, que c'est qu'un minuscule moment historique. Moi, je pense que non, c'est pas du tout quelque chose c'est tous les jours quelque chose qui prouve sa valeur et sa nécessité. Vous allez intervenir dans 48 heures à Genève sur la crise post-Covid, sur le thème du lien entre les générations, ou du non-lien, disons, entre les jeunes générations et les anciens. Vous avez été sensible à quoi sur cette question pendant la crise sanitaire ? Alors, la première chose, et ça n'a rien d'original, la première chose, c'est, je ne sais pas comment dire ça, mais... la volonté de protéger bien évidemment des aînés et qui se retourne contre les aînés. Je dirais que c'est le premier point qui est détestable. Alors on ne sait pas comment éviter ce détestable, bien sûr, parce que c'est toute la problématique de la discrimination, de la norme, etc. Mais, et puis du compagnonnage, du soin avec le risque. En fait, il y a un vrai compagnonnage du soin avec le risque. Sinon, c'est une horreur, c'est de la contrainte tout le temps et c'est du liberticide. Et le liberticide ne produit pas de soins. Donc ça m'a... Oui, j'ai vu des syndromes de glissement considérables. Donc ça, c'est un premier... voilà. Deuxième point qui m'a mis un peu en panique, c'est sur les plus jeunes, où tout d'un coup, des ruptures d'apprentissage, des enfants qui ont 4 ans, qui sont au moment d'apprendre à écrire, à lire, et non en Zoom, en machin, avec le masque, avec le truc, on ne sait plus où on habite, les parents qui sont dans un état pas possible, mais c'est des ruptures, mais surréalistes. Et donc là, moi, parce que ça, c'est des irréversibles, c'est très compliqué, on le sait, on a tous les chiffres, on sait que les inégalités qui se jouent là, c'est pour toute la vie, vous prenez 2 wagons dans la tête d'emblée. Donc c'est ça, si vous voulez, où tout d'un coup on dit mais oh les amis, il y a peut-être une autre manière de gérer cette pandémie que de détruire l'accès à l'apprentissage pour l'un, l'accès à l'affectio societatis qui le nourrit bien plus qu'un œuf dur. Etc. Et on peut peut-être faire autrement. Et je veux pas, parce que je veux ni être dans les leçons, ni machin, et j'ai aucune, comment dire, je ne pense pas, si vous voulez, que d'emblée, tel ou tel dirigeant soit des imbéciles, soit des malveillants, pas du tout. Mais voilà, c'était ça la difficulté du moment, et c'est encore la difficulté du moment. Et c'est vrai que je trouve, en revanche, qu'après un an et un peu plus,
qu'on ne comprenne pas que tout d'un coup, là, il faut arrêter, il faut commencer à faire un vrai bilan de... on l'a fait, mais on ne l'entend pas. Ça va pas. Notre enjeu, ce n'est pas la gestion de la pandémie. Notre enjeu, c'est la gestion démocratique de la pandémie. Et ça n'a peut-être rien à voir. Et ça, je nous trouve extraordinairement peu loquace sur ce différentiel, si vous voulez. Parce que bien évidemment, la main est attrapée par la gestion de la pandémie, la gestion uniformisante, marchande, que sais-je, et qui est une détestation. En tout cas, moi, qui produit une société détestable.